Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez unique qui nous vient de Sénépost, signée d'un correspondant à Dakar. Le sujet est, on peut le dire, assez brûlant pour les passionnés du football sénégalais. Oui, tout à fait. On parle de l'avenir de l'équipe nationale et surtout de son milieu de terrain. Exactement. Et tout ça parle d'une défaite assez marquante, un 0-2 contre le Brésil. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'article écrit à chaud, c'est qu'il y a toujours une dimension très émotionnelle. Ce n'est pas juste une analyse technique froide. Non, c'est clair. C'est un texte qui mêle vraiment la déception de la défaite et en même temps une tentative de se projeter, de réfléchir à la stratégie. C'est ce mélange qui le rend si riche, je trouve. Totalement. Alors, ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble cette critique, qui se veut constructive, hein. L'idée, c'est de comprendre le diagnostic sur le jeu des Lions, et puis, surtout, d'examiner les solutions qui sont proposées en vue de la Coupe du Monde 2026. La question de fond, c'est ça. Oui, la question centrale que l'auteur soulève est simple en apparence. Qu'est-ce qui ne va pas au milieu et qui pourrait être la solution? Une question simple, mais qui cache des enjeux énormes sur l'identité de jeu de l'équipe. On ne parle pas juste de remplacer un joueur par un autre. C'est peut-être toute une philosophie à revoir. Bon, alors, allons-y, décortiquons ça. Le point de départ de l'article, c'est donc cette défaite contre le Brésil. Pour l'auteur, elle a été une sorte de révélateur. Oui, il parle d'une absence de créativité dans l'entrejeu. Le diagnostic est posé, c'est assez direct. Et ce que ça veut dire concrètement, et l'article le décrit bien, c'est que le ballon arrivait au milieu de terrain et puis plus rien, la connexion était coupée. Le jeu s'arrêtait là, en quelque sorte. Voilà, exactement. Il n'y avait plus ce lien, plus cette étincelle pour lancer les attaquants. C'était une possession stérile, un peu comme un moteur qui tourne dans le vide, quoi. L'analyse précise aussi que le problème a été, disons, amplifié par des absences notables. 3 noms sont cités, Habib Diarra, Lamine Camara et Nampalis Mendy. Leurs absences, je cite, se sont durement fait ressentir. Ça suggère peut-être un problème de profondeur de banc, non? Oui, ou alors que les profils qui les ont remplacés n'étaient pas adaptés ce jour-là. Mais c'est là où l'article devient vraiment intéressant, plus mordant. Il ne se contente pas de parler des absents. Non. Il se penche sur la performance des joueurs qui étaient sur le terrain. Et là, il ne mâche pas ses mots. Non, en effet. Et ça vise du très très lourd. Le premier joueur ciblé, c'est Gana Gueye, d'Everton. Oui. Il est décrit comme, je cite encore, se contentant de faire des passes en retrait à non plus finir, comme s'il lui était interdit de jouer vers l'avant. C'est une image qui parle, hein? Ah, c'est une critique fascinante, parce qu'elle touche à un paradoxe. À Everton, le rôle principal de Gana Gueye, c'est d'être un destructeur, un récupérateur. On ne lui demande pas d'être un maestro. C'est vrai, et la question que ça soulève, c'est est-ce que l'équipe nationale lui demande un rôle qui n'est pas le sien, ou est-ce que le joueur lui-même, sous ce maillot, n'ose pas prendre ses responsabilités? L'auteur penche plutôt pour la deuxième option, une sorte d'autocensure. C'est une nuance importante, oui. Le problème n'est peut-être pas le talent en soi, mais comment il est utilisé. Exactement. L'autre joueur qui en prend pour son grade, c'est Pape Matar Sarr, de Tottenham. Le mot utilisé est « fantomatique ». Ouf! Dans le jargon du foot, c'est terrible. C'est un mot incroyablement dur. Et pour être honnête, peut-être un peu excessif pour un joueur de son talent, qui brille dans un club aussi exigeant que Tottenham. C'est vrai. Mais ça traduit une immense déception. Une attente énorme qu'il y a autour de lui en sélection. Le mot est fort, mais l'émotion derrière est compréhensible. On attend de lui qu'il soit un leader technique. Et là, selon l'auteur, il a été transparent. Donc on a 2 joueurs de première ligue, le championnat le plus intense au monde, Ouais. qui sont décrits l'un comme frileux, l'autre comme invisible. C'est un diagnostic sans concession. Et c'est justement là que l'article devient vraiment constructif. Ah, Au lieu de s'arrêter sur ce constat, il bascule complètement. Il commence à bâtir la solution. Il ne démolit pas pour démolir, il propose de reconstruire. Et il commence par dessiner un portrait robot. le portrait robot du milieu de terrain idéal? C'est ça, avec une ambition très claire. Remporter la Coupe du Monde 2026. L'auteur ne vise pas les quarts de finale, non. Ah non, non. Il vise le titre. Et pour ça, il liste des qualités très précises. Il faut des milieux qui se projettent vers l'avant, qui savent conserver le ballon et qui sont techniques, capables de jouer sous pression. Ce qui est frappant dans cette liste, c'est que c'est l'antithèse parfaite de la critique qu'il vient de faire. C'est vrai. Se projeter vers l'avant, c'est le contraire absolu des pas centrés à n'en plus finir. L'auteur ne demande pas un simple ajustement, il demande en fait une révolution de mentalité. Il veut des joueurs qui prennent des risques, qui cassent les lignes. Mais est-ce qu'on ne cherche pas un peu le joueur parfait là? Le fameux mouton à 5 pattes. Un milieu qui sait tout faire. Défendre, conserver, percuter. Ce profil existe vraiment?
C'est une excellente question. Je ne pense pas qu'il cherche un seul joueur qui coche toutes ces cases. Ce serait impossible. D'accord. Je pense qu'il imagine plutôt un trio, un ensemble de milieux où chacun apporte une de ses qualités. Il ne cherche pas un super-héros, mais une alchimie, un équilibre entre des profils qui, ensemble, créent un milieu dominant et proactif. L'idée, c'est que l'addition des talents crée une identité de jeu courageuse. Et pour rendre cette idée encore plus concrète, l'auteur ne s'arrête pas là. Il ne reste pas dans la théorie. Il jette 2 noms sur la table. Oui, Boubakary Soumaré, de Leicester, et Andy Diouf, de l'Inter Milan. C'est assez audacieux de la part d'un journaliste de jouer au sélectionneur, non? c'est audacieux, oui, et certains diront que ce n'est pas son rôle. Mais dans ce contexte, je trouve que c'est essentiel. Ça rend sa critique tangible. Il ne dit pas seulement « le système est mauvais », il dit « voici des solutions concrètes qui existent ». Ça transforme une opinion en proposition et ça met une pression, on peut dire une pression positive sur le sélectionneur, Pape Thiaw, en lui disant « le vivier de talent est là, voilà, il faut oser le regarder ». Parlons du premier nom alors, Boubakary Soumaré. L'article le décrit comme un excellent milieu de terrain qui techniquement est très bon. C'est assez court. Qu'est-ce que ce profil apporterait de différence? Alors Soumaré, c'est ce qu'on appelle un profil box-to-box. D'accord. C'est un joueur capable de se projeter, de porter le ballon et de casser des lignes par la course. Ça correspond exactement à la première qualité recherchée par l'auteur. Il est aussi très à l'aise techniquement, donc il résiste bien au pressing. Il incarne cette verticalité qui, selon l'article, fait défaut. Moins un gestionnaire, plus un dynamiteur. C'est exactement ça. Le deuxième nom, Andy Diouf, est accompagné d'un détail qui, à mon sens, change tout. L'article précise qu'il a, je cite, « dernièrement exprimé sa volonté de jouer pour le Sénégal ». Ça, c'est un argument de poids. C'est un argument massu, ça ajoute une dimension presque politique au débat. Oui, l'auteur dit au sélectionneur, non seulement il y a des joueurs de qualité, mais l'un d'eux vous fait un appel du pied. La porte est grande ouverte. C'est une manière de dire que l'immobilisme serait presque une faute, parce qu'une opportunité se présente d'elle-même. Voilà, ça suggère que le Sénégal a les moyens de se renforcer avec un joueur talentueux et surtout motivé à l'idée de porter ce maillot. Mais est-ce que l'arrivée d'un ou 2 nouveaux joueurs peut vraiment changer la face d'une équipe à ce point? On a vu des équipes pleines de stars qui ne fonctionnaient pas ensemble. L'alchimie, c'est pas juste une addition de talent. Absolument. Et c'est le risque. Intégrer de nouveaux joueurs, surtout dans un secteur aussi stratégique, ça peut perturber des équilibres. Bien sûr. Mais l'argument de l'auteur, c'est que l'équilibre actuel ne mène nulle part, ou du moins pas au sommet mondial. Il prône une prise de risque calculée. Il ne dit pas de tout jeter, mais d'injecter du sang neuf avec des profils différents pour provoquer un électrochoc. C'est un pari. C'est un pari, mais un pari qui, selon lui, est nécessaire. Un pari nécessaire pour atteindre l'objectif ultime qui sous-tend tout l'article, la Coupe du Monde 2026. Et c'est là que le ton devient vraiment grave, avec une phrase de conclusion qui sonne comme un ultimatum. Oui, la conclusion est brutale. C'est presque une mise en garde. Elle est sans ambiguïté. Je la cite. « Si Pape Thiaw compte sur des milieux qui ne font que des passes latérales et des passes en retrait, alors nul besoin de rêver d'une Coupe du Monde, car il nous sera impossible de battre les grosses cylindrées. » C'est sans appel, on ne peut pas être plus clair. Cette phrase est d'une grande gravité. On sent la passion, mais aussi une angoisse profonde. L'auteur ne dit pas que ce sera difficile, il dit que ce sera impossible. Le mot est fort. Très fort. Il ne parle pas d'une simple amélioration, mais d'un prérequis non négociable pour exister au plus haut niveau. Il lie le destin de toute une nation de football à un choix philosophique sur le style de jeu. Pour lui, continuer comme ça, c'est tout simplement renoncer à l'ambition. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'hyperbole quand même, hein? Le talent est là, l'équipe a déjà prouvé sa valeur. Est-ce qu'on est vraiment à ce point critique où tout un rêve repose sur ce changement au milieu? Le ton est dramatique, c'est certain, mais il reflète la hauteur des attentes. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique, le statut du Sénégal a changé. On n'attend plus seulement qu'il participe, On attend qu'il performe. voilà, qu'il performe contre les meilleurs. Et face aux grosses cylindrées, le Brésil, l'Argentine, la France, un jeu basé uniquement sur la récupération et la passe latérale, ça atteint ses limites. On se fait manger, quoi. On se fait manger. Ces équipes pressent si haut que si on n'a pas la capacité technique et surtout le courage de jouer vers l'avant, on ne sort jamais de sa moitié de terrain. Donc, même si c'est formulé de manière dramatique, le fond du problème est bien réel. Donc si on résume le cheminement de l'auteur, on part d'une défaite qui agit comme un électrochoc.
Ça mène à un diagnostic très sévère sur le manque de créativité. De là, il dessine le portrait d'un milieu idéal, proactif, technique. Oui. Et enfin, il propose des noms concrets pour incarner cette nouvelle ambition. Le tout avec la Coupe du Monde en ligne de mire. C'est une démonstration très efficace qui part d'un symptôme pour remonter à la cause et proposer un remède. Mais toute cette analyse, aussi pertinente soit-elle, me laisse au nez qu'une question plus fondamentale. Laquelle? L'article se concentre de manière très convaincante sur l'idée de changer les joueurs, d'amener Soumaré et Diouf. Mais est-ce que le problème est uniquement une question de personnel ? Ou est-ce qu'il est plus profond, lié à un système de jeu, à des consignes du coach, ou à une philosophie globale qui peut-être décourage la prise de risque, même de la part des joueurs talentueux qui sont déjà là? C'est le débat éternel, ça. La faute des joueurs ou du système. Exactement. Et c'est la pensée que je voudrais laisser en suspens. Changer les joueurs, c'est une solution visible. Mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que Boubakary Soumaré, dans le même système, avec les mêmes consignes, ne finirait pas lui aussi par faire des passes en retrait, en non plus finir par sécurité? Le problème vient-il des violons ou de la partition qu'on leur demande de jouer? La vraie question, ce n'est peut-être pas seulement qui doit jouer. Non. La vraie question, c'est comment veut-on jouer? Et ça, c'est une question qui dépasse les joueurs et qui s'adresse directement au sélectionneur et à sa vision du jeu.